Bienvenue dans notre présentation du jour. Mon nom est Arnaud Defou et aujourd'hui, je souhaite vous entretenir sur le thème comment chercher, trouver et financer sa maison d'habitation en Allemagne. Cette conférence répond à un besoin que j'ai rencontré, que je rencontre chez beaucoup d'entre de compatriotes de la diaspora qui ont des difficultés à chercher, à trouver et à faire financer une maison d'habitation pour eux-mêmes en Allemagne. Donc, j'ai décidé de faire cette présentation pour vous donner mon expérience, en tout cas, en ce qui concerne ce thème en particulier. Vous savez que je suis agent immobilier en Allemagne, officiellement, et en même temps que j'ai un titre, n'est-ce pas, Immobilienbewerter. Donc, vu ces expériences-là, pratiques que j'ai sur le terrain, je partage ici avec vous mon expérience sur ce sujet. Donc, allons-y avec la présentation. Le contenu, comme d'habitude, les préconditions. Il faut en principe savoir ce qu'on veut et définir ce qu'on souhaite avoir comme objet. Tout cela en fonction, n'est-ce pas, des moyens dont on dispose et de la bonité financière qui est disponible pour pouvoir faire financer sa maison, parce qu'en général, on ne souhaite pas payer la maison du tout, mais on souhaite, n'est-ce pas, la faire financer sur le long terme. Ça, c'est le premier point concernant les préconditions. Deuxième point, c'est comment chercher, quels sont les meilleurs moyens actuellement que j'ai recensés pour chercher une maison d'habitation. Le troisième grand point, ce sera une fois qu'on a trouvé, avec les moyens, par exemple, que j'aurais exposés, une fois qu'on a trouvé cette maison d'habitation, comment faire en sorte que on puisse effectivement l'avoir, parce qu'en général, le marché immobilier est actuellement très très chaud. Les maisons sont disputées. Les gens se disputent les maisons. Donc, comment faire pour se placer en position de numéro 1 et avoir la maison. Une fois que on a trouvé la maison et qu'on a placé des arguments intéressants pour être en position de l'avoir, il faut toutefois faire ce qu'on appelle le due diligence dans la langue anglaise. Ça signifie qu'il faut vérifier et s'assurer que la maison qu'on achète n'a pas de gros problèmes cachés. Il faut comment ne pas acheter une ruine, comment acheter une maison et savoir que celle-ci est tout à fait OK. Tout à fait OK, que l'état de la maison n'est pas juste un leurre et que la maison en elle-même va tenir sur le long terme. Ensuite, je vous fais un résumé des quelques pièges à éviter. Je vous présenterai ici donc aussi mon offre d'accompagnement. Comme d'habitude, en premier point, le disclaimer, cette présentation sera disponible sur mon site YouTube, Cercle d'investissement, et je souhaite aussi indiquer ici que je ne suis pas conseiller fiscal ni expert comptable, ni expert vraiment en tant que tel, en tant que quoi que ce soit, mais je vous présente ici mon expérience personnelle et je ne peux donc être tenu pour responsable pour tout dommage que vous auriez en suivant éventuellement quelques conseils que je vous présente ici. Ceci dit, nous allons dans le vif du sujet. Le premier point, la précondition, définir ce qu'on veut en fonction de ces moyens. En principe, puisque la plupart d'entre nous, la plupart des gens qui achètent l'immobilier souhaitent faire financer l'achat par une banque. Et il faut, dans la banque demande en général un certain nombre de pièces qu'on doit fournir. En général, ce sont les derniers relevés de paye, bulletins de paye, et la banque demande de faire ce qu'on appelle un compte de recettes et de dépenses. Il s'agit de quoi? Il s'agit de présenter succinctement à la banque quelles sont les entrées financières qu'on a, qu'est-ce qu'on gagne par exemple comme salaire, est-ce qu'on a d'autres entrées relatives par exemple à des actions, à des dividendes qu'on a ou toutes sortes d'autres entrées. Ça c'est le côté donc positif, les entrées du ménage, c'est de la famille. Et de l'autre côté, les dépenses qu'on a, les dépenses mensuelles. Donc, ce tableau doit être présenté à la banque et c'est à partir de ce tableau que la banque décide de la somme maximale qu'elle peut financer, puisque la banque souhaite qu'en cas de risque, premièrement, la banque souhaite, n'est-ce pas, savoir si je vous prête une somme X, est-ce que vous pourrez payer les traites régulièrement. Sinon, de l'autre côté, la banque souhaite savoir qu'après avoir payé les traites, vous soyez quand même capable de nourrir votre famille, nourrir vos enfants et faire face à vos obligations.
Ce point-là est tout à fait normal et toutes les banques le font. Et une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait que ce compte de recettes et de dépenses est demandé par la banque, on s'apprête donc en conséquence. On s'apprête et on s'assure que les, les entrées soient le plus élevées possible, tout à fait réellement, et de l'autre côté, qu'on ait les dépenses minimales. Deuxième point important qu'il faut connaître, qu'il faut avoir défini au préalable, c'est le lieu d'achat. Quand je parle de lieu d'achat, en général, on achète où on habite, mais si par exemple je suis dans une petite ville comme Tucao par exemple, je dois tenir compte, puisque l'achat immobilier est un achat sur le long terme en général, je dois tenir compte de la dynamique démographique. Est-ce que si j'achète aujourd'hui un immobilier à Tucao, est-ce que dans 10 ans, la valeur sera la même? Puisque un jour ou l'autre, je vais soit vendre mon immobilier, soit le transférer à mes enfants. Si je le transfère à mes enfants, il faut qu'elle vaille encore quelque chose. Donc, il y a donc des conditions importantes qu'il faut définir, c'est le lieu de l'achat. Est-ce que j'achète, si je suis à Tucao, est-ce que j'achète au centre-ville, ou est-ce que j'achète en banlieue de Tucao? Bon, pour prendre l'exemple de Tucao, en lui-même, je ne prendrais pas une maison d'habitation. Si j'en prends une à Tucao, alors j'en prends une en plein centre-ville, dans le meilleur des cas. Mais pas une en banlieue, parce que Tucao est dans une petite ville. Et vu les dynamiques démographiques de l'Allemagne, il se pourrait que d'ici 20 ans, par exemple, que la ville de Tucao est perdue massivement en habitants. La ville perdant d'habitants, perdant sur le long terme des habitants, les valeurs immobilières dans le coin vont baisser. Donc, il est important donc de se dire, OK, où est-ce que je travaille, où est-ce que j'ai mon gagne-pain, et dit, OK, si c'est une grande ville comme Munich, par exemple, si j'achète en banlieue de Munich, il est très probable que même dans 20 ans, la banlieue de Munich soit toujours attrayante. Il y a toujours des gens qui s'y installent, que la valeur de mon bien immobilier ne baisse pas. Donc, ça, c'est l'analyse démographique. Et l'analyse économique, c'est celle-là où on dit, OK, quelles sont les entreprises qui sont situées dans mon coin? Est-ce que la dynamique économique est en général montante ou alors elle est plutôt descendante? Est-ce que les projections économiques faites par les économistes, la dynamique économique, sont tout à fait connues. Il y a des projections faites par différents ministères en Allemagne sur la dynamique économique des villes, de chaque ville, en principe. Ces données sont là et il faut juste les prendre, les compiler, en profiter tout simplement. Donc, ça c'est le point, n'est-ce pas, du d'achat. En résumé, il faut décider en fonction de l'endroit où on habite, si on achète en plein centre-ville ou si on achète en banlieue. Et cette décision doit dépendre, n'est-ce pas, des dynamiques économiques et démographiques de l'endroit en lui-même. Maintenant, une fois qu'on a premièrement défini la somme, avec la banque, la somme qu'on veut souhaite financer, qu'on définit le lieu d'achat, on définit maintenant le type de maison qu'on souhaite acheter. Sur une maison d'habitation, est-ce qu'on souhaite avoir une maison unifamiliale? C'est par exemple dans l'engagement, ein Familienhaus, Doppelhaus, Hälfte, Mittelhaus, Reihenhaus, ou alors on souhaite avoir un appartement dans un bâtiment. Cette décision-là, on doit la prendre pas seulement dépendant du confort qu'on souhaite avoir pour celui et sa famille, mais on doit aussi regarder, n'est-ce pas, quelle est l'intention propre de tout un chacun sur le moyen et sur le long terme. Je donne un exemple concret. Je suis par exemple employé chez, je sais pas, Mercedes, ou chez Volkswagen. Volkswagen, par exemple, a un démembrement à Kassel. Je suis à Kassel, je suis employé là. Est-ce que je veux rester à Kassel sur le long terme ou alors moi, c'est juste un lieu où je vais rester pendant peut-être 5 années et ensuite j'ai bien l'intention d'aller peut-être plus dans le sud où j'ai une dynamique économique beaucoup plus forte. Si je ne reste que sur 5 ans, si je n'ai l'intention de rester que 5 ans chez Volkswagen à Kassel, alors il faudrait, n'est-ce pas,
si je décide d'acheter par exemple un objet sur place, que je tienne compte de cette intention-là. Hein. Et il est connu, par exemple, qu'il est plus facile, si j'ai acheté un bien, par exemple, de louer un appartement en général, que de louer, par exemple, un family house qui peut avoir, n'est-ce pas, qui peut être très spécifique. Hein. On peut avoir des family house qui ont des grandes superficies habitables, qui peuvent rendre l'ensemble difficile, par exemple, à relouer. Hein. Donc, si je suis dit, OK, je suis à Cassel pour juste une courte période de temps, alors il vaudrait peut-être mieux d'acheter un appartement que d'acheter une maison unifamiliale. Si je suis à Cassel sur plus long terme, hein, je dis, bon, voilà, c'est ici que je fais vraiment toute ma vie, ma carrière, alors il serait peut-être intelligent de dire, OK, je mets la famille à l'aise sur le moyen, sur le long terme, et tenant compte, n'est-ce pas, des dynamiques démographiques et économiques, je décide donc de m'installer soit au centre-ville, soit en pleine ville, soit en banlieue. Donc ici, j'ai donné en principe quelques idées pour vous aider concrètement à prendre ce type de décision. Vous voyez que le thème est tout à fait complexe et qu'il ne s'agit pas seulement de dire oh, je vais acheter une maison d'habitation et de se décider et prendre ce qu'on a, ce qu'on trouve là. Simplement, c'est des décisions qu'il faut mûrir et tenir compte des dynamiques, des dynamiques économiques, des dynamiques salaire, la dynamique démographique, l'intention qu'on a sur le long et moyen terme et surtout aussi la capacité financière de tout un chacun. Donc ça, c'était sur le thème préconditions. Vous avez remarqué que sur les 3 points ici, le plus important naturellement, c'est le financement bancaire. Hein, parce que sans la banque, sans le financement bancaire, on n'est en général pas capable de financer l'achat, en fait, d'acheter tout simplement parce que sans l'argent de la banque, on n'achète pas. La question est de savoir, OK, est-ce qu'il me faut cotiser longtemps pour avoir un apport personnel que je puisse présenter à la banque pour qu'elle me finance le reste, ou alors il me faudrait plutôt me lancer tout de suite. Donc ici, mon expérience dit, il y a un certain nombre de banques qui peuvent permettre, n'est-ce pas, de faire un achat sans apport personnel. Mais la plupart de ces banques, au moins toutes celles que je connais, demandent un certain nombre de conditions minimales soient remplies pour un financement sans apport. Donc, j'ai listé ici 3 points qui sont particulièrement importants. C'est la banque en elle-même. Ce n'est pas toutes les banques qui font financement sans apport personnel, donc il faut trouver déjà la banque qui le fait. Une fois qu'on a trouvé une banque qui le fait, il faut savoir que le financement, n'est-ce pas, que la banque donne, même sans apport personnel, est dépendant justement du compte de recettes et de dépenses. À ce niveau, il faudrait avoir dans le maximum d'entrées, comme je dis, et un minimum de sorties. De manière à ce que la banque dise, voilà, entre les entrées et les sorties financières qu'on a, on a un buffer assez élevé pour pouvoir, dans le pied des cadeaux, pouvoir faire face aux autres dépenses, n'est-ce pas, courantes. Sur ce point aussi, l'agent de financement immobilier peut être vraiment particulièrement déterminant parce que cet agent de financement immobilier est spécialisé dans, comme je l'ai présenté dans une de mes conférences passées, pour trouver le financement pour l'immobilier. L'agent de financement immobilier, lui, en général, donc connaît quelle banque donne des financements sans apport personnel et quelles sont à part celles que j'ai énumérées, les conditions, n'est-ce pas, additionnelles que les banques demandent. Les banques, pour donner juste un exemple, il y a des banques, par exemple, qui disent, OK, je ne finance sans apport que les clients de la banque. Donc, il faudrait donc, une fois qu'on a, par exemple, qu'on a cette information, alors il vaudrait mieux être client de la banque en question, faire peut-être 2-3 transactions avec la banque et pouvoir, par la suite, on va pouvoir accès au financement de cette banque-là. Donc ça, c'est 3 points, n'est-ce pas, importants pour pouvoir localiser les banques qui peuvent faire du financement sans apport et bénéficier, n'est-ce pas, de ce financement sans apport parce qu'en principe, là, on gagne beaucoup en temps. Vous savez bien que s'il me faut cotiser pendant 5 années, par exemple, pour avoir un apport conséquent, si au lieu de faire ça, je puis avoir une banque qui puisse me financer sans apport personnel, alors je gagne en temps. J'achète. Maintenant, je bénéficie donc déjà de la maison
en question, j'entre dans la maison et à partir de là, je commence à payer les traités de la banque, de rembourser les traités de la banque. Donc de là, je bénéficie de la maison déjà et en même temps, je commence le remboursement de la dette très tôt. Donc ça, c'était sur le point financement sans apport personnel. Le prochain point, n'est-ce pas, le premier point tout à fait important de cette présentation, comment chercher sa maison. Comment chercher sa maison. Beaucoup d'entre nous n'ont pas conscience, n'est-ce pas, de l'importance d'être l'ami, tout simplement, de l'agent immobilier local. L'agent immobilier local est celui, n'est-ce pas, qui maîtrise le terrain. Sur le terrain, si j'habite par exemple à Cassel, il est important, n'est-ce pas, que si je veux acheter une maison d'habitation et avoir quelque chose de bon, il est important que je sois connecté aux agents immobiliers locaux qui, eux, ont des réseaux dans toute la ville. Leurs réseaux leur permettent de détecter très vite les maisons qui sont libres. Ils contactent donc en général les propriétaires de ces maisons-là et ils sont les premiers à pouvoir offrir ces maisons-là à leurs clients directs ou à ceux qui les ont contactés. Il est donc important ici, lorsqu'on est à la recherche, de contacter les agents immobiliers locaux, leur présenter en principe le profil, le type de maison qu'on souhaite avoir. Là, dit, OK, je cherche une maison, je souhaite avoir, par exemple, un family house. Je souhaite, n'est-ce pas, que cette family house-là ne coûte pas plus de 300 000 euros, par exemple. Je souhaite bien que cette maison-là soit en pleine ville, dans la ville de Cassel. Je ne souhaite pas la voir en dehors de la ville de Cassel, par exemple. L'agent immobilier, sachant ça, dit OK, il se met à la recherche et contacte donc celui qui souhaite avoir la maison dès qu'il a une offre. Et en général, les agents immobiliers, ils font comme calcul, ils ont un certain nombre de clients qu'ils ont en privé. Et dès qu'ils trouvent une offre, ils envoient cette offre-là à leurs clients privés. Clients privés, si personne n'en veut, alors là, l'agent immobilier place, n'est-ce pas, l'immobilier sur les différents portails qu'on connaît. Et c'est justement les principaux portails, n'est-ce pas, que moi personnellement j'utilise et qui sont aussi les plus connus en Allemagne. Sur ces portails-là, en général, sont uniquement placés des immobiliers qui ne sont pas partis déjà par le réseau privé de l'agent immobilier. Il faut tout faire pour être dans le réseau privé de l'agent immobilier parce que justement, on a les offres en premier. Donc, il convient donc de maintenir, de vraiment connaître les agents immobiliers locaux et de maintenir, n'est-ce pas, une connexion très, 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 très proche. De se rapprocher vraiment en contact avec eux pour bénéficier, n'est-ce pas, de leur service. Le deuxième sous-point, n'est-ce pas, de ce premier point extrêmement important, c'est de placer des recherches automatiques sur les portails les plus connus. Les portails les plus connus sont Immobilien Scout 24, Immowelt et accessoirement aussi eBay Kleinanzeigen. Si Immobilien Scout et Immowelt, il est possible de mettre des recherches automatiques, vous mettez un certain nombre de critères et vous vous laissez informer chaque fois. Donc il y a moins régulièrement et Immobilien Scout ou Immobilien vous envoie donc des nouvelles offres à un rythme que vous souhaitez. Vous pouvez décider qu'on vous les envoie tous les 3 jours, tous les 2 jours, des choses comme ça. Et en ce moment, donc, vous recevez donc automatiquement les offres. Voilà, automatiquement les offres, les nouvelles offres. Mais je conseille vraiment, en premier point, d'utiliser l'agent immobilier local parce qu'en principe, là, on est vraiment au cœur de la chose. On a les offres avant qu'elles ne vont sur le portail. Donc, ça, c'était, n'est-ce pas, le premier gros point, comment chercher sa maison d'habitation. Nous allons donc sur le deuxième point important, le deuxième point très important de cette présentation, c'est de dire, OK, une fois que vous avez réussi à avoir une offre qui vous intéresse, comment est-ce que vous faites en sorte que cette offre-là soit pour vous? En général, aujourd'hui, les intérêts des banques, les taux d'intérêt des banques ont baissé massivement. Beaucoup
une très grande partie de la population est capable de s'offrir un immobilier. Ceci dit, vous vous trouvez quand vous avez de bonnes offres, que ce soit en privé ou que vous ayez trouvé l'immobilier sur la plateforme d'immobilier Scout par exemple, vous allez vous retrouver en concurrence avec d'autres individus qui sont capables de payer aussi. Tout le monde est prêt, donc vous avez l'immobilier à un prix X, tout le monde est prêt à payer ce prix X-là. L'agent immobilier a ses frais, tout le monde est prêt à payer ces frais-là. Je vous ai dit, comment est-ce que vous vous distinguez? Comment est-ce que vous vous distinguez des autres? Le premier point le plus important, c'est de mettre l'agent immobilier de votre côté, c'est-à-dire lui garantir déjà, lui dire de prime abord que sa commission, n'est-ce pas, sur la vente, vous allez la payer très vite. Hein, dès que je sors de chez le notaire, dès que j'ai signé pour l'acquisition de la maison, je vous vire votre commission immobilière. Ça, il faut lui dire explicitement à l'agent immobilier, parce que là, il voit en vous déjà quelqu'un qui ne va pas hésiter à lui payer ses honoraires, à lui payer sa commission. Maintenant, il y a le deuxième point important, c'est le vendeur. Les vendeurs aujourd'hui ont le choix à qui ils vendent. Donc, en général, il y a 2, 3, 4, voire souvent même plus, souvent plus de personnes qui sont en face et qui disent non, vraiment, vends-nous ton immobilier. Le vendeur a alors l'embarras du choix. Et il est important ici de toucher le côté sympathique, surtout pour ceux qui ont des origines étrangères, hein, en Allemagne. Voilà, il est important, n'est-ce pas, de montrer qu'on est sympathique, tout simplement, montrer qu'on est sympathique et qu'on est tout à fait OK, hein, qu'on n'a rien à cacher, qu'on est tout à fait, en gros, qu'on n'est pas vendeur de drogue, qu'on est bien intégré dans le système, qu'on est, voilà, qu'on trouve, n'est-ce pas, l'endroit intéressant, le pays en lui-même intéressant, essayer d'aller en small talk avec le vendeur et lui présenter, se présenter tel qu'on est, hein, qu'on est tout à fait, on parle bien allemand, on est bien intégré dans ce pays, on est à l'aise vraiment avec les Allemands et tout le reste. En général, il faut présenter ce côté sympathique-là. Je le dis d'expérience, hein, parce que si vous ne le faites pas, euh, il est possible qu'il y ait des interprétations et que on est 4 personnes par exemple qui veulent la maison. L'Allemand, par exemple, qui vend la maison, hein, et a en face de lui 2 Allemands et 2 étrangers. Les 2 Allemands, ils supposent qu'ils sont comme lui. Ils supposent déjà de prime abord, voilà, ils ont une certaine proximité, on va dire sociologique euh, pour paraphraser certains. Et plus ou moins automatiquement, cela avec un léger avantage déjà. Les étrangers, les 2 étrangers qui sont de l'autre côté, doivent aussi aller voir le vendeur, lui sourire un peu et montrer le côté tout à fait sympathique au vendeur. Ça, c'est un point important. Le second point, c'est de voir si le marché est d'observer la situation et si le marché est très serré. Hein, si vous avez vraiment l'impression que euh, c'est vraiment la maison est très disputée, il faut envisager d'augmenter un petit truc sur le prix. Et si, par exemple, voilà, la maison coûte 300 000 euros, bon, voilà, je vais vous mettre, passer de bonne volonté, c'est un prix, un montant symbolique. On peut vous dire, voilà, 300 000 euros, je vais vous augmenter 5 000 euros dessus, juste pour vous montrer mon engagement. Voilà, on se distingue déjà, la somme n'est pas énorme hein, par rapport au prix d'achat, les 5 000 euros, c'est pas énorme par rapport au prix d'achat, mais ça montre déjà la volonté. Donc, si vous avez ces 2 facteurs-là déjà, que vous présentez au vendeur, vous montrez que vous êtes un homme tout à fait normal, sympathique, bien intégré et tout. De l'autre côté, euh, vous êtes prêt à lui mettre un petit argent en top. Vous distinguez déjà des autres. Ce qui fait que vous avez donc, en général, ça c'est mon expérience privée même, vous avez un avantage et il est donc fort probable que même si vous êtes en face, n'est-ce pas, de gens d'ici directement, que vous puissiez avoir la maison. Avoir la maison. Donc ça, c'est en principe quelques petits tips, quelques petits conseils pour mettre, n'est-ce pas, les principaux acteurs de votre côté et favoriser que vous soyez en pole position, n'est-ce pas, pour l'achat. Une fois que vous avez donc trouvé que vous êtes positionné quand même, déjà, il est important d'avoir fait au préalable, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le due diligence. Ça, vous le faites en général après la première visite. Hein,
lorsque vous faites la première visite, soit vous venez directement avec vos experts, hein, vous dites ok, j'ai mon Bausaufverständiger par exemple, vous l'amenez à la visite. Si vous le faites dès le départ, la première visite, ça risque de vous coûter un peu cher parce que le Bausaufverständiger va demander des frais de consultation qui vont être un peu lourds. En général, je conseille de faire la première visite soi-même. Je dis, OK, si ça me plaît, je fais une deuxième visite donc, avec le Bausaufverständiger, mais directement après. Donc, par exemple, nous sommes un lundi dans une semaine. Lundi, je fais la visite. Si ça m'intéresse, le mardi, j'appelle directement. Hein, j'appelle directement et je dis voilà, puis je fais une deuxième visite le plus tôt possible avec mon Bausaufverständiger qui va donc concrètement vérifier la qualité de la maison, hein, vérifier si sur la maison il n'y a pas, n'est-ce pas, des problèmes cachés que mes yeux naïfs ne voient pas, que mes yeux non expérimentés ne voient pas. Donc ça va vous permettre, n'est-ce pas, de savoir, ok, de faire une visite complète de la maison avec le Bausaufverständiger. À la fin, vous faites une liste, n'est-ce pas, on va dire, de Chardin, hein, de problèmes qu'il a trouvé sur la maison. Il pourra vous dire, par exemple, comme vous voyez là, lequel est mouillé. Il peut vous dire, OK, pour réparer ce qu'elle a mouillé là, il vous faudra peut-être dépenser 20 000 euros. Il pourra vous dire, le toit est déjà fini, il ne va plus tenir plus de 5 années. Il faut prévoir 70 000 euros pour refaire le toit. Il peut vous dire, si la douche, par exemple, ne vous plaît pas, il peut vous dire à peu près combien il faudra dépenser pour avoir une nouvelle douche. Il peut vous dire, les fenêtres peut-être ne tiennent plus. Donc, il vous fait une liste de tout ce qui ne va pas. Et avec cette liste-là, il vous donne une orientation en termes de prix, une orientation juste en termes de prix. C'est qu'il faudra investir pour remettre les choses en ordre. Là, on parle vraiment d'une maison donc, qui est déjà construite et que vous pourrez avoir, n'est-ce pas, sur le marché déjà. Donc, alternativement, Bausaufverständiger, je conseille de prendre un architecte expérimenté qui, par exemple, a déjà construit beaucoup de maisons ou a eu à rénover beaucoup de maisons et il est capable aussi tout à fait de vous dire, voilà, de vous conseiller, je pense, d'après mon expérience, en tout cas de manière similaire. Ça, c'est s'il s'agit, n'est-ce pas, d'une maison. En quelque part, immobilier, il y a une maison qui est déjà construite. S'il s'agit d'un neubau, d'une maison qui va être construite, je vous conseille de prendre aussi ici un Bausaufverständiger ou un architecte expérimenté qui va contrôler pas à pas la construction de votre maison et qui va faire le Endabnahme, qui va dire, OK, une fois que la maison est finie, il va faire, non seulement il contrôle pas à pas, mais à la fin aussi, il fait un contrôle général et vous dit, voilà, la maison a été bien construite selon la norme de construction. Et il pourra vous dire s'il faut que vous réclamiez quelque chose hein, à l'entreprise à qui vous avez confié la construction de la maison ou pas. En général, il fait un état des lieux et c'est important de le faire. Quoi. Je conseille ici, comme je disais, un Bausaufverständiger ou un architecte expérimenté. Deuxième aspect que je vous conseille, c'est l'immobilier de verte, en particulier pour les immobiliers qui sont déjà construits. Ce qu'il va faire, c'est il va essayer de plausibiliser le prix, hein, de vous dire en fonction, par exemple, des problèmes que un Bausaufverständiger pourrait trouver, il pourra vous dire si le prix que vous voulez acheter là est toujours plausible, est toujours acceptable. Donc, ça, c'est un expert que vous pouvez aussi involver donc pour vérifier le prix en fonction, par exemple, du prix de la région, en fonction, n'est-ce pas, par exemple, aussi des données micro et macroéconomiques. Ça, c'est dans l'immobilier BVT. Et il peut vous donner aussi, par exemple, quelques arguments pour baisser et influencer le prix. Et si vous avez, par exemple, un certain nombre de problèmes que vous avez constaté déjà sur l'immobilier, vous pouvez utiliser ces petits problèmes, ces problèmes-là pour essayer de discuter le prix d'achat. Bon, mais là, il faut aussi être prudent parce qu'en réalité, ce n'est pas partout qu'on discute le prix d'achat. Si vous avez une maison à Munich qui a déjà un prix acceptable, vous ne devez plus discuter ce prix-là. Vous ne devez même pas essayer de discuter parce qu'en réalité, si le prix est déjà acceptable,
ça ne vaut pas la peine de discuter parce qu'en fait, vous n'allez même pas avoir la maison. Donc, c'est justement l'immobilier qui pourra vous dire si le marché est très chaud et il pourra vous développer une stratégie de discussion du prix ou pas. Hein, vous dites, est-ce que le prix par rapport au marché est acceptable, ce genre de trucs. C'est un excès. Voilà les experts en fait que je vous conseille de par mon expérience qu'il faudrait involver dans un processus d'achat, d'acquisition, d'achat de maisons, des maisons d'habitation. Là, pratiquement le dernier point de cette présentation, le dernier grand point en tout cas, c'est quelques pièges à éviter que j'ai recensés. Premier point, en ce qui concerne le financement, il faut en général, si possible, faire une comparaison de crédit. Comparaison de crédit, il faudrait avoir au moins 2 à 3 offres de financement, les comparer et aller rediscuter avec les banques. En général, les banques sont flexibles. Elles sont d'autant plus flexibles que vous apportez des offres concurrentes qui permettent, n'est-ce pas, qu'elles s'aperçoivent qu'elles améliorent les offres tout simplement. Donc, vous pouvez là, si vous avez 3 banques en face de vous, vous pouvez prendre l'offre de la banque A pour vous la mémorisez, je crois que vous n'êtes pas autorisé, si je me souviens bien, vous n'êtes pas autorisé à la transmettre à la banque B, mais en principe, vous pouvez noter les chiffres clés de l'offre A, vous allez voir la banque B, vous lui dites voilà les offres que j'ai reçues en chiffres clés, je vous prie de revoir votre offre. En général, les banques le font. Elles améliorent un peu l'offre et là, vous avez, n'est-ce pas, le moyen de jouer et d'améliorer votre offre de financement. La comparaison est importante et nécessaire, si possible, parce que souvent, elle n'est pas du tout possible parce que vous n'avez qu'une seule offre. Tous les autres banques, et il arrive des cas où vous avez une immobilier A, où vous allez présenter l'immobilier à 10 banques, et les 10 banques, 9 banques refusent de vous donner un financement, il y a une seule banque qui vous donne un financement. Si vous avez encore le temps, vous pouvez continuer de chercher. Si vous n'avez plus le temps et que vous devez acheter, et vous voulez aussi acheter, alors vous n'aurez pas de moyen de comparer le crédit. Donc, il est conseillé donc de comparer le crédit si c'est possible. Si c'est possible. Dans le cas d'espèce, il faut faire attention aussi au prix de l'immobilier, comme je l'ai dit avant. Il faut involver des experts qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de juger la qualité de la maison au vu du prix, et à partir de là, vous permettre de ne pas acheter trop cher. Un troisième point aussi important, c'est ne pas aller sur le notaire juste avec un accord de préfinancement. En général, il faut distinguer deux choses. Les banques, en général, quand vous venez la première fois pour une banque, elle vous donne, une fois que vous avez donné vos documents, elle vous donne un accord de préfinancement. Elle vous dit, voilà, je peux vous financer une maison jusqu'à, par exemple, 400 000 euros, mais le moment venu, je vais analyser plus en détail, n'est-ce pas, l'objet que vous allez apporter. Donc, une fois que la banque vous donne cet accord de préfinancement, enfin, ce préaccord de financement, on va dire, n'allez pas déjà prendre un rendez-vous chez le notaire pour acheter une maison, parce qu'il peut arriver que vous reveniez vers la banque avec une maison concrète et qu'elle vous dise non, la maison, certes, elle ne coûte pas 400 000, elle coûte peut-être 350 000 euros. Donc, passe dans le crédit, la somme du crédit que la banque vous a promis. Mais la banque vous dit non, je ne finance pas cet objet parce que cet objet me paraît être trop cher, par exemple. Hein. Sinon, il est trop cher, je ne peux pas m'engager, la banque a tout à fait le droit, c'est moi venu. Sinon, je m'engage pas sur cet objet. Donc là, si vous avez déjà pris un rendez-vous chez le notaire et que le notaire a commencé à travailler, c'est-à-dire à rédiger le contrat d'achat, alors vous annulez le rendez-vous, le dites au notaire, vous ne pouvez plus simplement financer la maison parce que la banque ne vous a pas accordé le crédit. Il est possible et même usuel que le notaire vous envoie une facture et vous demande de payer, n'est-ce pas, le travail qu'il a engagé déjà. C'est pas, en général, c'est pas des sommes très très élevées, mais voilà, on peut éviter, n'est-ce pas, de payer peut-être 2 000, 3 000 euros parce que à cause de ce fait-là. Donc, il faut aller chez le notaire uniquement avec, prenez un rendez-vous, demandez, n'est-ce pas, au notaire de commencer à travailler uniquement quand vous avez l'accord définitif de la banque. Hein, l'accord définitif
Elle se fait donc en général avec un accord final de la banque sur le financement, sur l'objet à financer. Le dernier point, n'est-ce pas, que j'ai recensé ici et qu'il est important de connaître, c'est euh, les charges d'une maison unifamiliale, hein, une maison de type Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Reihenhaus, Reihenmittelhaus. Ce type de maison-là a des charges beaucoup plus élevées que les appartements. Beaucoup n'en sont pas conscients parce qu'ils n'ont pas encore fait l'expérience de vivre dans ce type de maison. Il faut être conscient du fait que lorsque vous vivez dans une maison unifamiliale, vous avez à vous un système de chauffage qui vous est unique en général. Hein, vous avez tout un système de chauffage qui chauffe uniquement pour votre maison. Ça signifie que, comparé à un appartement où le chauffage est partagé et les coûts du chauffage sont partagés, vous avez là, on va dire, une grosse machine à entretenir vous seul. Tous les frais, si la machine va en panne, vous la réparez seul, les frais d'entretien de la machine, s'il faut changer la machine, vous le faites tout à fait seul. C'est des coûts tout à fait non négligeables. Il faut considérer. Lorsque vous êtes dans une unifamiliale, vous payez les frais de poubelle, par exemple, vous les payez seuls, les Grundsteuer, les frais relatifs, n'est-ce pas, au nettoyage du canal ou l'entretien des canaux. Vous avez énormément de frais qui viennent à vous. Les frais d'assurance, vous les payez tout seul. Et ces frais-là, d'après mon expérience jusqu'à présent, s'élèvent entre 350 et 500 euros, dépendant, n'est-ce pas, dépendamment du type de maison. Et ces frais-là, vous les payez, vous devez les ajouter aux frais, aux traites de la banque. Donc, si vous avez, par exemple, une maison de 400 000 euros, qui coûte 400 000 euros en tout, qui vous a coûté 400 000 euros en tout, vous avez, par exemple, si vous avez, par exemple, 1% à payer en termes d'intérêt à la banque et 2%, n'est-ce pas, de remboursement par mois, ça fait 3%. Donc, vous pouvez vous retrouver donc avec globalement une traite de disons 1200 euros, à partir de 1200 euros par mois. Si vous avez dans une maison unifamiliale, vous devez ajouter les 350 à 500 euros en temps. Vous vous retrouvez donc avec une traite de, en fait, en tout des coûts final pour votre maison allant de 1530 euros à 1700 euros. Donc, vous voyez que c'est tout à fait considérable et il faut en être conscient avant de se lancer dans l'achat de ce type de maison. Donc voilà en gros ce que je voulais souhaiter vous présenter. Moi, en tant que personne expérimentée au moins du domaine de l'immobilier, je vous fais une offre d'accompagnement pour ceux qui sont intéressés. Cette offre est pratiquement gratuite. Hein. En fait, je vous prends juste un peu d'argent comme compensation des heures que j'investis. Mais en réalité, cette offre est tout à fait gratuite pour les compatriotes et pour tous ceux qui souhaitent, n'est-ce pas, être accompagnés. Et là, mon offre, je la fais comme suit. Je vous accompagne à la recherche de votre objet, de votre maison d'habitation. Je mets avec vous en place des stratégies pour que vous receviez automatiquement les offres disponibles sur le marché. On fait ensemble une analyse, n'est-ce pas, démographique, économique, de long terme. On analyse le prix auquel éventuellement vous achèteriez votre maison d'habitation. Je vérifie à base de mon expérience la qualité du financement qui vous est présenté. En gros, je vous accompagne jusqu'à l'achat et je vous soutiens en ce qui compte avec mes contacts bancaires et mes contacts, n'est-ce pas, de collègues agents immobiliers. Voilà l'offre d'accompagnement que je fais. Comme je dis, cette offre est pratiquement gratuite. Vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé pour bénéficier de cette offre-là. Bon, j'en ai terminé avec cette présentation. Prochaine présentation, je la ferai au plus tard dans 2 semaines, dimanche dans 2 semaines. Et elle aura pour titre peut-on être africain jeune et millionnaire en Europe. Merci bien de m'avoir écouté et bonne
Bonne semaine à tous. Au revoir.